Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoons in Motion. Vous êtes prêts pour une plongée en pleine folie? Ça tombe bien, je connais la thérapeute parfait pour vous suivre. Partons suivre les aventures d'Harley Quinn. Merde, j'aurais dû préparer une réplique qui tue. Voici l'heure des Animaniacs. Cette fois on ne va pas très loin, en 2019. Ah toi aussi tu as déjà tout oublié de cette époque d'antan où on pouvait sortir comme on voulait? Alors, en 2019, les Anglais voulaient quitter l'Union Européenne avec leur Brexit qui allait s'éterniser. Les gilets jaunes battaient le pavé contre les réformes du gouvernement qui n'en avaient rien à faire. Levons nos verres à cette pyramide de cash dont les fondations ont pu être bâties grâce à la pratique de notre passe-temps favori, baiser les pauvres. Notre-Dame de Paris disparaissait en grande partie dans les flammes, le mois de juillet devenait le mois le plus chaud de toute l'histoire de la Terre, et on apprenait la mort de l'ancien président Jacques Chirac. Côté cinéma, c'était l'année de Disney avec Avengers Endgame, le remake du Roi Lion, ou encore la suite de La Reine des Neiges. Mais le film qui faisait beaucoup parler de lui, c'était le Joker de Todd Phillips. Côté musique, c'était le bal des je m'en foutistes, avec Angèle qui voulait tout oublier, et Ed Sheeran et Justin Bieber et leur I Don't Care. Mais en ce qui concerne les cartoons, on voyait le grand retour de Carmen Sandiego à la sauce Netflix. Disney relançait sa famille de chiens avec le 101 rue des Dalmatiens, on pouvait embarquer pour le Infinity Train, on pouvait suivre les aventures rapidement interrompues de Tuca et Bertie, ou encore voir le Primal de Tartakovsky. Après plusieurs années dans l'ombre du Joker, Harley Quinn décide qu'il serait temps pour elle de rejoindre la Legion of Doom et d'être officiellement considérée comme sa partenaire plutôt que son faire-valoir. Mais suite à cette demande, le Joker l'abandonne et Harley se retrouve emprisonnée à l'asile d'Arkham. Après une année entière derrière les barreaux, Harley est toujours persuadée que le Joker va venir la sauver. Un soir, son ami Poison Ivy trouve un moyen de s'évader de l'asile et prend Harley sous son aile. Avec l'aide d'Ivy, Harley réalise doucement que sa relation avec le Joker était abusive et que ce dernier l'utilisait comme un jouet. Harley prend les choses en main et décide de rompre avec le Joker pour vivre ses propres aventures dans lesquelles elle sera parfois accompagnée par Ivy ou par sa propre bande. Harley Quinn est donc une série d'animation conçue spécialement pour le service de streaming DC Universe et pour la chaîne Adult Swim au Canada. La première saison a commencé le 29 novembre 2019 et se composait de 13 épisodes. À ce jour, une deuxième saison de 13 épisodes a déjà été diffusée et une troisième est en cours de préparation. En France, après un long silence n'annonçant rien de bon, c'est au final Toonami qui a décidé de diffuser le programme et on les en remercie. Comme vous devez commencer à le savoir, Harley Quinn n'est pas apparue dans un comic book, mais dans le cultissime Batman The Animated Series de Bruce Timm et Paul Dini. Elle fait sa première apparition dans l'épisode Joker's Favor. À l'origine, elle ne devait être là que pour un seul épisode, mais sa popularité la fit devenir une régulière et quelques années plus tard, elle passa la frontière des comics dans Batman Harley Quinn de Paul Dini et Yvel Guichet en 1999. Mais pour autant, il faudra attendre l'an 2000 pour que la fiancée du Joker ait le droit à sa première série solo. Elle aura même le droit à une nouvelle version animée dans la web-série Gotham's Girls, ainsi que dans toutes les versions télévisées suivantes. Et la popularité du personnage ne fait qu'augmenter, au point d'être très souvent dans les parages dès que le clown criminel l'est aussi. C'est comme ça qu'on la découvre aussi en jeu vidéo en 2009 dans Batman Arkham Asylum. Ici, elle est toujours complètement soumise au Joker, mais son look a pas mal changé. Il est bien plus sexy, donc elle conservera lors du relaunch de DC les New 52. C'est à partir de là que Harley devient une incontournable de chez DC. Avec la sortie du film Suicide Squad, la popularité du personnage de Harley Quinn a connu son apogée en faisant l'équivalent féminin de Deadpool de Marvel, ou une sorte de MST dont on aurait du mal à se débarrasser. Tu sais qu'elle a le papillomavirus? La plupart des gens qui ont une vie sexuelle, non. Warner Bros décide de profiter de cet engouement et de lancer de nombreux projets autour d'elle, par exemple le film Birds of Prey. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la série d'animation, lancée à la fois pour revenir au support d'origine du personnage, mais aussi pour venir nourrir le tout nouveau service de streaming particulièrement vide, DC Universe. En novembre 2017, DC Entertainment annonce la série en disant qu'elle fera 26 épisodes, que l'orientation sera pour adultes et que c'est les créateurs de la série Powerless, Justin Halpern, Patrick Schumacher et Dean Lorey, qui développeront, écriront et produiront la série. On nous annonce même que l'actrice Margot Robbie, qui tenait le rôle dans Suicide Squad, devrait venir prêter sa voix à Harley Quinn.
C'est en juillet 2019, oui, il faut croire que le four qui a pris Suicide Squad a calmé les ardeurs pendant un temps. Donc, c'est en juillet 2019 que Charles Adler annonce être responsable du doublage de la série et que les premiers noms commencent à être annoncés et bizarrement, Margot Robbie ne fait plus partie du casting. Depuis, on a appris qu'il n'avait jamais été question que Margot Robbie soit dans la série. C'était juste pour faire connaître le projet et les seuls contacts qu'ils ont eus étaient simplement pour voir si la série était bien différente de ce qu'allait être le film Birds of Prey. Le jour de la diffusion du premier épisode, on apprend que comme pour Carmen Sandiego sur Netflix, la première saison ne sera pas constituée de tous les épisodes produits, mais seulement de la moitié, nous donnant des saisons de 13 épisodes. Quand les habitants de Gotham entendront le nom d'Harley Quinn, moi ce que je veux c'est qu'ils se pissent dessus. C'est à ça que je veux goûter. Tu veux goûter du pipi? Harley Quinn est une ancienne psy du nom de Harleen Quinzel qui a tout abandonné, dont sa santé mentale, par amour pour son patient, le Joker. Au début de la série, elle commence à se rendre compte que sa relation avec lui est toxique et elle décide de devenir une criminelle en solo et de faire ses preuves au monde, même si elle n'a jamais de plan vraiment très réaliste. Le Joker, c'est le prince du crime de Gotham et l'un des pires ennemis de Batman. Bien que son obsession pour l'homme chauve-souris soit importante, dans cette série, c'est sa relation à Harley Quinn et comment il va mal vivre sa volonté d'émancipation qui va être mise en avant. Poison Ivy. Le docteur Pamela Isley fait depuis longtemps partie des ennemis de Batman. C'est une éco-terroriste qui, suite à un accident, peut contrôler les plantes ainsi que les gens grâce à ses phéromones. Pour elle, rien n'importe plus que ses plantes. Malgré tout, elle est aussi la meilleure amie de Harley, voire même parfois plus en fonction des versions. Elle se soucie vraiment d'elle et veut l'aider à se sortir de sa relation avec Monsieur le Joker. Le Dr Psycho, ou Edgar Cisco, est l'un des rares personnages à ne pas être un ennemi de Batman, mais de Wonder Woman. Il s'agit d'un personnage de petite taille, mais aussi d'un des plus puissants télépathes et télékinésistes. Oh, il est aussi un sacré misogyne qui déteste les femmes et qui aura besoin de l'aide de Harley pour redorer son image de vilain. King Shark. Il s'agit d'un hybride mi-humain, mi-requin. Il a l'apparence d'un requin, la force d'un requin, l'odeur d'une poiscaille, la capacité à respirer sous l'eau, mais il peut aussi bien parler et respirer à l'air libre. Oh, et faites attention à ses dents. Dans cette version, c'est aussi un expert en informatique. Gueule d'Argile, de son vrai nom Basil Carlo, est un acteur raté et criminel tout aussi raté qui, suite à un accident, est devenu une sorte de Tadbou métamorphe capable de prendre la forme de son choix. Dans cette version, il est plus un grand bonnet au grand cœur qu'autre chose. J'ai eu pire comme cric-cric. Notre chère Harleen Quinzel est jouée par Dorothée Puceo. On peut parler de retrouvailles puisqu'il s'agit aussi de la voix française de Margot Robbie, donc de Harley. Elle est connue aussi pour être la doubleuse d'Ashley et Mary Kate Olsen, d'Elsa Pataki dans les Fast and Furious, de Catra de She-Ra et la Princesse du Pouvoir, ou encore de Vanellope dans les mondes de Ralph de Disney. Poison Ivy est doublée par Audrey Dustler. Vous avez pu entendre sa voix dans Violetta où elle tient le rôle titre, elle prête aussi sa voix à Sarah Manning dans Orphan Black ou encore à la Squirrel Girl de Ultimate Spider-Man. Le Joker est joué par Michelangelo Marchese. Il est connu non pas pour être une tortue ninja, mais pour avoir été la voix de Hades dans My Descendant 3, de Norman Osborn alias le bouffon vert dans Ultimate Spider-Man, d'Iron Man dans Avenger l'équipe de super-héros, ou encore de Skylar dans Helena d'Avalor. Alain Eloi double Gueule d'Argile. Il s'agit aussi d'une des voix de Roronoa Zoro de One Piece, de Rick et Morty, de Guzma de Pokémon Soleil et Lune ou encore de Kragan Gore de Star Wars Resistance. Le Dr Psycho est joué par Philippe Allard, que vous avez déjà entendu dans My Descendant où il joue la bête. C'est aussi Mickey dans Doctor Who, Luke Cage de Ultimate Spider-Man ou Cyclope dans X-Men Evolution. King Shark, pour sa part, est incarné par Jean-Michel Vofk, connu pour son rôle de Moscou dans La Casa de Papel, du Dr Fatalis dans Ultimate Spider-Man, de Godbrand dans la série Castlevania ou de Zane de Ninjago. Les plus connaisseurs auront certainement reconnu qu'à part Dorothée Puceo, tous les autres doubleurs sont belges. On a donc là affaire à un doublage fait en Belgique, ce qui est une technique de plus en plus courante pour réduire les coûts. C'est ce qu'on fait très souvent sur les animés japonais afin d'avoir un doublage qui ne coûte pas trop cher, surtout quand on est diffusé sur une chaîne qui est payante et qu'on n'a donc pas un budget illimité. Aux USA, même si le programme a été pensé pour le service de streaming de Warner, il existe des DVD de la première saison. Chez nous, le tout est bien plus compliqué puisque Warner décide de la distribution série par série. Du coup, Amazon Prime a Swamp Thing, mais c'est Netflix qui a Titans, et en ce qui concerne Harley Quinn, c'est donc Toonami qui remporte la donne. Donc a priori, on n'aura pas le droit à un DVD. Mais pourquoi? A noter qu'une saison 3 est déjà sur le feu, mais comme le service DC Universe va clamser, c'est sur HBO Max qu'on le retrouvera aux USA. Dans la série, le rôle de Batman est joué par Dietrich Bader, qui avait déjà joué le rôle dans Batman l'Alliance des Héros en 2008. Dans l'épisode A High Bar, lors d'un jeu télé, on apprend que ce sont les Pittsburgh Steelers qui ont remporté le plus de matchs dans le stade de Gotham. Bane donne une mauvaise réponse à cette question et dit qu'il va faire sauter le stade. Dans le film de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, c'est le stade de Heinz Field, celui où jouent les Steelers, qui sert de stade pour la ville de Gotham, et c'est donc celui-là que Bane fait exploser.
Kaley Cuoco est la seconde actrice de The Big Bang Theory à doubler Harley Quinn, la première étant Melissa Roach dans le film Batman et Harley Quinn en 2017. C'est la première série Warner Bros Animation à avoir une classification mature. La plante carnivore de Poison Ivy, Frank, est un hommage à Audrey, le monstre plante du film La Petite Boutique des Horreurs. Elle est nommée en référence à son réalisateur, Frank Oz. La série reprend les nouveaux designs des comics de l'ère New 52. On ne parle pas de la Suicide Squad pour le moment dans la série, car les créateurs avaient peur d'un mauvais retour des spectateurs suite au matraquage qu'a connu le film et ses retours assez mauvais. Lake Bale, qui double Poison Ivy, a été en couple avec Colin Farrell, qui va jouer le pingouin dans le film The Batman de Matt Reeves. Comme quoi on peut toujours trouver un lien. L'apparence de Poison Ivy avec sa peau verte, sa tenue vestimentaire, est basée sur les jeux vidéo Batman Arkham. Dites-moi si je vous dérange. Le premier trailer pour annoncer la série a été diffusé au New York Comic Con de 2018, coupant l'herbe sous le pied à une série Deadpool qui était en préparation sur la chaîne FX et qui depuis a été annulée car trop similaire. L'acteur Christopher Meloni, qui fait le commissaire Gordon, n'est pas un inconnu des fans de l'univers DC puisque c'était le colonel Nathan Hardy dans le film Man of Steel et la voix de Hal Jordan dans le film d'animation Green Lantern First Flight. C'est la première série d'essai où Kite Man a un rôle important après avoir fait des caméos dans Batman Alliance des Héros et dans Lego Batman le film. Je fais tout vite avec mon cerveau lent. Au secours. Alan Tudyk, Tony Hale, Ron Fush et Lake Bale ont tous travaillé avec le réalisateur Michael Bay, et ce même Michael Bay a été envisagé pour diriger quelques adaptations d'essai lors de sa carrière, dont un projet mort-né, Harley Quinn. Je vais être franc avec vous, Harley Quinn n'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Lors de ses débuts dans le dessin animé de Batman, ça passait même si j'étais plus captivé par le Joker. Oh, ça non, tu vas pas le... Attends, ne les mascule pas, je t'en prie. Mais c'est bien son passage comme icône pop et le côté un peu racoleur qui est venu avec qui m'ont fait l'aimer autant qu'une rage de dents. Non, il est sur le point de se rallier à nous, je peux le sentir. Mais j'ai quand même décidé de laisser sa chance au produit. Ces derniers temps, on nous a pas mal parlé de Birds of Prey, mais pas du tout de la série Harley Quinn. Du coup, on va rattraper ce manque et voir s'il y a des choses en commun. Dès les premières minutes, vous allez faire face à l'une des caractéristiques de la série. Son univers qui est gore, bourré d'insultes, de références totalement what the fuck à l'univers de Batman. On dit fuck au politiquement correct. Du coup, si vous n'aimez pas trop les séries avec des litres de sang, des têtes qui explosent, des membres qui se brisent et des injures toutes les 2 minutes, alors cette série n'est peut-être pas faite pour vous. Oh putain, je m'attendais pas à ça. La série décide de jouer à 100% la carte du pour adultes en choquant et en utilisant un humour noir, et comparé à pas mal d'autres séries du même genre, il n'y a pas un aspect triste et faussement intelligent. Ce n'est pas une série qui a l'intention de raconter quelque chose de pertinent du point de vue de notre société et de vous faire avoir une découverte sur votre psychologie. Et du côté des émotions, tout le monde ne peut pas être BoJack Horseman ou Doom Patrol. Sur la fin, on essaye de nous faire ressentir des émotions pour les personnages, mais ça fonctionne pas vraiment. Par contre, j'ai moi-même du mal avec la surutilisation de la violence qui paraît par moments non nécessaire, voire même déplacée. Vous savez, juste là pour dire « Eh regarde, on est pour adultes, on peut faire ce qu'on veut et on va pas se gêner pour en faire des tonnes !» Si ça sert pas le propos, ça devient problématique à la longue. Avant, je sors les 3 petits cochons pour nettoyer ce bordel. Ils sont adorables. Oh la vache, ils assurent. Bouffez-moi tout ça. Oh. Mais putain, vous oubliez les os. Faut bouffer les os aussi. Côté design, le tout fait pas mal penser à nos anciens cartoons du samedi matin, tout en étant quand même pas aussi beau qu'un Batman The Animated Series. C'est un peu comme si on avait mélangé la direction artistique du Batman des années 90 avec celle des cartoons pour adultes de MTV. Et le pire, c'est que le mélange fonctionne assez bien. L'avantage avec ce design, c'est que le tout est ultra dynamique et va bien avec l'aspect sous acide et gore dont je vous ai déjà parlé. L'un des points faibles de la série, c'est ses décors qui passent du bon au très oubliable, voire vide. Dommage. La série fonctionne bien dans le genre comédie fun et gore qui parle de criminels. Elle arrive à mélanger action, humour et psychologie par petites touches. Pour ce faire, l'écriture est pensée pour venir choquer les nostalgiques des comics ou des anciennes séries animées avec de l'humour référencé qui, hélas, risque par contre d'être assez vite daté. L'humour de la série est à la fois basé sur des références, des jeux de mots douteux et du gore balancé en pleine face. La série ne se gêne pas non plus pour se moquer de l'univers DC, un peu ce que les créateurs avaient fait avec leur série live action Powerless qui s'intéressait à une bande d'humains lambda de l'univers DC devant vivre avec les conséquences des super-héros. Elle se moque de ses standards, comme la relation de Batman et du commissaire Gordon, mais sa force, c'est de montrer qu'elle connaît les standards. Elle connaît les personnages, leurs antécédents, et joue avec pour notre plus grand plaisir. Je confirme faire l'amour aux chauves-souris. Sa perlipopette, il a fini par l'avouer. La différence par rapport aux autres incarnations de personnages, c'est qu'ici, on suit Harley et une bande de losers dans un univers où tout le monde est un loser. Les personnages qu'on aime sont ici passés au vitriol avec un Batman qui a du mal à faire l'éducation sexuelle de son fils, le commissaire Gordon qui est accro à la caféine et dont la situation de couple est en chute libre, et bien sûr, le Joker qui est toujours là pour faire rager tout son entourage, et particulièrement Harley. Tous les personnages et chaque vilain s'en prennent pour leur grade. On nous montre un Aquaman ridicule qui berce dans ses bras un
poisson globe mourant, ou encore un Bane qui est incapable de réussir la moindre tâche et qui est le souffre-douleur de tous les autres vilains. Je comprends que tu ne sois pas mort de rire parce que c'est le genre de ratage dont t'as l'habitude. Malgré le côté potache, les criminels de Gotham City restent de vrais vilains, capables des pires atrocités tout en enchaînant un jeu de mots bien pourri. Du coup, l'humour noir a une place bien particulière. À la fin, on est plus proche d'une série comme Archer que d'une autre série Batman. Concernant les blagues, elles font mouche ou pas. Ce n'est pas une réussite à 100% et du coup, ils ont tendance à en faire des tonnes. Vous n'allez pas vous rouler sur le sol à chaque scène, mais vous aurez de grands sourires ici et là, et c'est déjà pas si mal. Cette série, c'est un peu comme si les fans de comics discutaient de l'univers DC en critiquant tous les éléments qui nous gâchent un petit peu les histoires, ou en se lançant dans de grands délires du genre « et si les héros et vilains étaient tous dépressifs et stupides ?» Et si les hommes de main discutaient de leurs avantages salariaux ? Et si Kite Man était en fait un gars sympa ? En regardant Harley Quinn, on a la sensation que l'équipe créative a eu envie de laisser les personnages critiquer leur propre univers. Du coup, ça donne des scénarios complètement débridés, où tout va à 100 à l'heure avec des moments bien marrants, d'autres bien écrits, mais aussi avec des passages où ça va dans tous les sens, des histoires qui sentent un peu le réchauffé. L'épisode voyage dans la tête de Harley, tellement innovant, sans savoir où le tout va. Parlons un petit peu plus d'Harley Quinn. Comme on a pu le voir pour beaucoup de personnes, Harley Quinn voulait forcément dire Joker, et c'est de là que part la série. On se rend compte qu'avant de prendre son indépendance, Harley n'est vue que comme la petite amie ou le sidekick du Joker. Elle est en bas de la chaîne alimentaire de Gotham, et on a plus peur que son petit copain s'énerve à cause d'elle qu'autre chose. La série prend le temps de nous montrer les cicatrices émotionnelles d'Harley, et c'est le grand avantage d'être une série pour adultes, bien plus que de nous montrer de la violence graphique. Prendre le temps de nous parler de tous les mauvais traitements qu'elle a pu subir, de l'endoctrinement où elle s'est elle-même enfermée. Au cours de cette première saison, Harley ne va pas faire face qu'au Joker, elle doit aussi faire face à un père psychologiquement abusif, une mère aux attentes d'une autre époque, des collègues qui la sous-estiment en permanence, pas mal de défis. Je t'accorde une seule chance de dire au monde qu'Harley Quinn a une équipe qu'il faut surtout pas faire chier. Du coup, la série est l'occasion de voir comment elle gère toutes ses souffrances, comment elle va entreprendre sa guérison, comment elle va se déprogrammer et élaborer son avenir, voire même réussir à bâtir son propre empire criminel. On fait donc partie de son voyage intérieur, nous ne sommes pas que les spectateurs de ses excès de violence. Et Harley est intéressante parce qu'elle est un peu comme nous, elle se trompe souvent, prend de mauvaises décisions, voire quasiment tout le temps, et c'est assez rafraîchissant de voir que même nos modèles ne sont pas parfaits. On se rend vite compte qu'elle a quand même du cœur, mais que tout ça a pas mal fait changer ses repères entre ce qui est bien et ce qui est mal. Passé la moitié de la série, on se met à se centrer de plus en plus sur Harley et un peu moins sur l'univers. Et du coup, on perd un petit peu le côté humour, surtout sur les autres personnages du DC Universe. C'est vraiment là qu'on décide de creuser la psyché de notre anti-héroïne. Mais à la fin, on revient donc sur sa relation au Joker et ses origines, et donc à des choses qu'on a déjà vues pas mal de fois sur le personnage. Seulement voilà, une fois qu'Harley a réglé ce problème avec le Joker, et par là avec les hommes de manière générale, est-ce que le personnage a encore grand chose d'intéressant à raconter ? La question peut se poser car quand on regarde un peu toutes les versions de Harley de ces dernières années, c'est toujours cette relation abusive et son abolition qui sont mises en avant. À voir ce que les auteurs trouveront à raconter de plus en espérant qu'on évitera les redites. Un autre des éléments importants de la série, c'est la relation entre Harley et Ivy. C'est grâce à Ivy que Harley commence à vouloir changer sa situation. C'est toujours grâce à elle qu'Harley va se tempérer et faire ce qui est bien pour elle. Ivy tente de pousser Harley à devenir quelqu'un de meilleur, tandis que Harley, elle, passe son temps à reproduire le seul schéma qu'elle connaît. Blesser les gens qui l'entourent. En ça, elle pourra ennuyer une partie des spectateurs, et on pourrait se dire qu'Harley ne mérite pas d'avoir d'amis, qu'elle crée aussi des relations abusives. Mais la différence, c'est qu'elle s'en rend compte au bout d'un moment, et qu'elle ose revenir quitte à présenter des excuses. Toute cette relation guide la série, elle établit un nouveau lien qu'Harley n'a jamais connu, et qu'on retrouve quasiment uniquement quand quelqu'un tient vraiment à vous, de la bienveillance. La relation se fait à petits pas, permettant de voir son développement d'une manière naturelle, et j'ai d'autant plus aimé que les scénaristes n'essayent pas de faire tout de suite une romance entre Harley et Ivy, parce que Harley a besoin d'une pause, de se reconstruire avant de pouvoir se remettre avec quelqu'un. Et c'est aussi agréable de voir que le personnage d'Ivy a le droit à son développement de son côté, d'avoir une vie sans Harley, en nous montrant qu'Ivy, elle aussi, peut se découvrir plus humaine qu'elle ne le laisse présager. D'une manière générale, le casting est très bien choisi, les acteurs sont à fond et les interactions entre eux semblent naturelles et pas forcées. On a vraiment la sensation qu'Harley a enfin réussi à s'ouvrir et à se faire des amis. C'est assez étonnant, mais Harley Quinn arrive aussi à avoir un message féministe et moderne. Ça m'a fait un petit peu penser à Tuca et Bertie pour ceux qui connaissent. La série essaye de mettre le doigt sur les traumas et les forces des femmes, mais sans être moralisateur ou démagogique. Et surtout, sans oublier d'être divertissant et fidèle au personnage. Bon, du coup, Harley Quinn et le film Birds of Prey. Eh bien, comme on a pu le voir, même si les projets ont l'air proches sur le papier, ils n'ont pas grand chose à voir. Le film est bien plus gentillé, avec une Harley Quinn beaucoup moins excessive et ultra violente, afin d'avoir une plus large audience possible, mais d'un autre côté, Harley Quinn n'y fait que tourner autour d'un groupe de personnages, subit les événements, tandis que dans cette série, elle se crée une vraie famille, fait partie d'un groupe et est maîtresse de son destin. Puis de toute façon, il y a un projet où il y a Batman et le Joker, et pas dans l'autre. Alors forcément, c'est Harley Quinn le meilleur.
Au final, le cartoon Harley Quinn, c'est donc pas mal de bonnes choses, même s'il reste certains éléments à encore améliorer dans les saisons à venir pour faire de cette série sur l'anti-héroïne DC quelque chose de mémorable. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, la série n'était pas disponible en France, et j'étais dégoûté que la plupart d'entre vous ne puissiez pas en profiter. Heureusement, c'est plus le cas, et tant mieux. Si certains ont eu l'occasion de voir la saison, ou juste quelques épisodes, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis très intéressé de vous lire. On se donne rendez-vous pour un prochain Cartoon in Motion dans quelques temps, et d'ici là, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à faire un tour sur les réseaux sociaux pour venir discuter avec moi. Pour m'aider avec la chaîne, rien ne vaut de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire, de la partager sur vos réseaux sociaux, et vous pouvez même venir faire un petit don sur Utip ou Tipeee pour aider à améliorer le matériel. Regardez de bons cartoons, et see ya!